bit of the bubbly. That's undisputed. I'm better than you, and you know it. And we are NXT! War Games. Salut les Smarts et salut les Marks, vous écoutez Catch Up, le podcast qui transpire le catch et la bonne humeur, même en confinement. Pour vous, toutes les semaines, on regarde, on résume, on analyse les shows de la WWE, mais pas que, puisqu'aujourd'hui, on va parler AEW versus NXT, c'est la baston du mercredi. Vous nous entendez, vous l'entendez rugir, et moi au micro, je suis l'ami Larmbar pour arbitrer cette bastonnade, cette bataille des titans, et bien sûr pour m'accompagner qui rugit sous son masque, le Luchasaurus des podcasts, ton Chris. What's up? Yo! Salut Amiral, salut peuple catch-up. Préparez la trousse à pharmacie. C'est la baston du mercredi, effectivement, colonel. Ouais, c'est pas ma baston, colonel. Non, c'est pas ma Donc, guerre, c'est pas ma guerre, non. mais un catch-up un peu quand même. Ouais, c'est vrai. Hein, le mercredi, c'est toujours la guerre entre la WWE et la All Elite Wrestling, NXT et Ah Dynamite ouais. s'affrontent sur les ondes entre le USA Network et la TNT. Et donc, un petit tour d'horizon comme chaque semaine, on débouche a little bit of bubbly yeah. pour regarder les audimat. Et cette semaine, effectivement, le champion a dû déboucher la bouteille puisqu'on retourne vers un peu le rythme classique. Hein. On a une augmentation de l'audimat de un peu plus de 5% pour Dynamite et 4% pour NXT. Donc Dynamite reste en tête avec 732 000 spectateurs, avec 663 000 du côté de NXT. Donc une petite embellie pour les deux émissions hein, qui récupèrent de l'audimat. Et Dynamite reste toujours de quasiment à 80 000 spectateurs en plus, avec bien sûr toujours une bonne longueur d'avance sur la démographie clé entre les 18-49 ans, qui sont la cible préférée des annonceurs. Donc voilà. Un tout petit Ouais. chouille de plus et je dégage. Et je fais plus partie du quota. Ah, dans 2-3 ans, t'intéresses plus les annonceurs, t'intéresses plus Coca-Cola, ni KFC, ni Burger King, etc. Même pas dans 2-3 ans, donc tu vois. Ah ouais, waouh. Ah ouais, ça Ouais. fait peur. On fera des reportages, on fera des émissions. Alors, ça se passe comment pour la démographie senior? Qu'est-ce qu'on préférait? Est-ce que les tendances se maintiennent? Est-ce que Dynamite plaît aussi aux plus de 50 ans? Ou est-ce que c'est NXT qui préférait? On verra, on aura notre insider, Tonton Chris, qui nous racontera ça chaque semaine. Ça, c'est cool. Voilà. Ouais. Donc la semaine dernière, on a été tous les deux d'accord pour dire que c'était Dynamite hein, qui avait le meilleur show. Eh oui. Donc la baston mercredi, honneur au vainqueur. On va commencer à vous parler du coup du Dynamite de cette semaine, du mercredi 6 mai 2020. Donc on est encore bien sûr en confinement. Les shows de catch se font toujours sans public, mais du côté de Dynamite, on a encore poussé les limites un peu plus loin cette semaine. Ils sont de retour en Floride, donc au Daily Place à Jacksonville, donc qui est en fait une petite salle de spectacle semi-ouverte, semi-couverte, qui se trouve juste à côté du gros stade de football américain des Jaguars de Jacksonville, dont est propriétaire la famille Khan, qui est aux commandes de la All Elite. Donc ils sont semi-ouverts, donc on a droit. Ils avaient fait le Fighter Fest, il me semble, dans cette salle-là. Exactement. Ou c'était non, c'était Fight for the Fallen. Fight for the Fallen, ouais. Ouais, Fight for the Fallen. L'un ou l'autre, ouais. Fight for the Fallen. Du coup, ça veut dire retour de la pyro, retour des feux d'artifice, ça fait plaisir. Des intros un peu plus pim poum, grand spectacle. Et beaucoup plus de monde autour du ring. Hein. Là, cette semaine, on avait 25-30 personnes qui étaient autour du ring. Des gens, quelques gens disséminés ça et là dans quelques gradins. Exactement, a priori, il y a quelques fans, des Happy Few, des VIP qui ont eu droit à avoir un show presque privé de Dynamite cette semaine qui était en live aussi, d'après ce que j'ai comme information. Donc, un pas en avant vers le retour à des conditions
moins confiné et presque plus normal. Alors qu'il y a des rumeurs, hein, il y a beaucoup de rumeurs en ce moment sur internet qui sont démenties, mais qui sont remises, comme quoi bientôt les shows de catch WWE et All Elite Wrestling vont pouvoir accueillir, sous certaines conditions bien sûr, du public, notamment en Floride, où en Floride, clairement, le gouverneur a l'air d'être complètement un one again sur les notions de distanciation sociale et de confinement. C'est ultra laxiste et donc du coup, ben, les fédérations décident d'élire leur show là-bas. Donc on ne sait pas comment ça va se passer. Et peut-être qu'on aura du public pour Money in the Bank, on aura du public pour Money in the Bank, je ne pense pas à Money in the Bank, c'est ce dimanche, donc je dis n'importe quoi, mais pour peut-être Double or Nothing, qui est dans 15 jours, à la fin du mois de mai, peut-être qu'il y aura un peu de public, on ne sait pas. Dans tous les cas, voilà, une configuration un peu plus étendue, un peu plus élargie du côté de Dynamite. On retrouve aux commentaires eh bien, le trio habituel, Tony Schiavone, Excalibur et Jim Ross. Donc, Ça on faisait un n'a moment. plus, ouais, ça faisait depuis le début du confinement qu'on les avait plus, les 3 commentaires. Donc, le champion Chris Jericho n'est pas là. De toute façon, ce soir, il catch, il a un match plus tard, le main event. Et on commence le show avec une petite vidéo récap du match entre Cody et Darby Allin la semaine dernière pour déterminer qui d'eux deux ira en finale pour le champion TNT. Pareil, un récap du match qui avait clos le show la semaine dernière entre Lance Archer et Dustin Rhodes. Et on attaque ce soir directement avec Cody Rhodes qui a un match contre Joey Janela. Un long match de 13 minutes 30. On va retrouver d'ailleurs cette semaine un peu la même structure de show que la semaine dernière. Un gros match en intro, un gros match au milieu et un gros match en main event avec quelques petits matchs plus courts et segments vidéo qui vous ponctuent tout ça. Donc un match là sans véritablement enjeu entre Cody et Joey Janela, mais un match bien disputé, donc 13 minutes 30 entre les deux. Donc qui va, bien sûr, on s'en doutait bien, finir par la victoire de Cody, qui, après une bataille assez disputée entre Janela et Cody, eh bien Cody arrivera à mettre son Crossroads pour la victoire, 1, 2, 3, voilà, qui solidifie sa position en tant que finaliste pour le TNT Champion. Donc, du coup, toi, comment tu as apprécié ce petit opener de 13 minutes entre les deux? Ouais, c'était assez long. Bon, c'était un match fair play. Les mecs se sont serrés la main au début, se sont Ouais. serrés la main à la fin. Voilà quoi, c'était bonne ambiance. Bon, Joey Janela me fait pas spécialement rêver entre les cordes, mais voilà, Mm. c'était histoire de renforcer un peu l'aura de Cody en vue de la finale du TNT Championship. Donc écoute, Mm. ça passait plutôt pas mal. Ils se Sachant sont que pas Janela, on l'avait pas vu depuis le confinement aussi, ouais, au début de la Janela, crise, donc c'est vrai, ouais, c'est vrai que Janela, ça fait un sacré paquet de temps qu'on l'avait pas vu pour le coup. Donc ouais. il le relance un peu. Voilà, c'était pas trop mal. Et effectivement, bah, le fait, là tout d'un coup, tu as 3 mecs aux commentaires, tu as du monde ringside, tu as un petit peu de monde dans les gradins, ça crie, ça siffle. Il y avait d'entrée, ça a mis une certaine ambiance dans le show. N'est-ce pas? On retrouve un peu des parfums de show live, comme tu dis, avec des gens qui applaudissent, des gens qui huent. On avait quand même des mesures de sécurité. Tous les caméramans et le staff autour du ring, les médecins avaient tous un masque. Il y avait même des personnes qui étaient dans le public, des catcheurs, qui avaient des masques, notamment Billy Gunn qui avait un masque marqué Gun Club dessus. Il y avait Orange Cassidy qui avait un masque en jean, comme sa veste et son pantalon. Bref, voilà. Et la All-Elite a été assez publique sur les réseaux sociaux. Ils ont montré des photos, des vidéos de toutes les mesures qu'ils prenaient pour s'assurer que leur tournage d'émission se fasse dans les bonnes conditions. A priori, ils ont testé tout le monde. Tout le monde a été testé le jour même contre le Covid-19. Donc, comme la WWE s'est pris un peu une volée de bois sur les internets au sujet de leur gestion de la crise sanitaire, et bien du coup, la All-Elite se semble prendre la voie de la précaution et d'être assez public avec ça. Donc voilà, donc c'était effectivement assez cool de voir ce match, un gros opener. On a quelques spots plutôt sensates, notamment à un moment donné, Cody qui monte sur une barrière un peu surélevée et fait son moonsault sur Janela à l'extérieur. Bref, on a eu quelques petits moments de catch sympa. Voilà, pareil, Janela, je suis pas ultra fan de ce mec. Il y a un côté fun, mais pour moi, c'est pas un compétiteur ultra sérieux dans la chaîne Ouais. alimentaire de Dynamite, mais c'est un bon moyen, je pense. Les matchs
matchs un peu longs comme ça, entre un mec qui est over et qui est favori, versus un mec qui est un peu plus dans l'ombre et de voir que, il reste bien 12-13 minutes dans les cordes, ça renforce un petit peu aussi le challenger, hein, l'outsider du match. Donc, pourquoi pas, ça permet de builder un petit peu les trucs. Par contre, Janela, son ring gear, son pantalon léopard avec des espèces de franges, mais qui sont toutes concentrées, pas sur les côtés, pas à la Young Bucks, mais elles sont toutes dans son entrejambe, les franges. Ça fait une espèce de pagne ou de buisson, comme quoi il ne s'est pas rasé, épilé pendant tout le confinement, voire l'année d'avant, je sais pas. C'était un peu too much, mais bon, c'est un peu son personnage aussi de faire des gueules pas croyables. Janela, c'est le mec, on a l'impression qu'il sniffe de la colle et de la javel avant de venir sur le ring. Bref, why not? Une autre personne qu'on n'avait pas vue depuis le début du confinement et qui revient, hein, donc du coup aussi, voilà, c'est ces mesures un peu levées, et ce stade semi-ouvert, semi-extérieur permet à des compétiteurs et compétitrices, pour le coup, qu'on a vu depuis plusieurs semaines de revenir. C'est le cas de la championne Nyla Rose. Donc il y a une vidéo récap de sa victoire contre Rio, et cetera, de son record, avec aussi, du coup, l'emphase qui est mise sur Hikaru Shida, qui est le number one contender dans le classement de l'élite, mais aussi Penelope Ford et Britt Baker qui ont bénéficié durant le confinement d'exposition. Donc Tony Cheveny est au micro sur la rampe pour accueillir le retour de la championne, qui prend très mal, hein, le fait qu'on ait montré dans la vidéo d'autres personnes qu'elle, parce que c'est elle qui est la dominante, c'est elle qui est la championne et c'est elle qui restera championne pour toujours. Donc très vénère, elle va retrouver dans le ring Kenzie Page, une jeune catcheuse de 18 ans, qui fera 2 minutes 20 contre Nyla Rose avant bien sûr de se faire complètement exploser par la championne ultra dominante. Donc elle fera plusieurs powerbombs, hein, elle fera 3 powerbombs pour finir sur sa beast bomb. Donc on verra qu'il y a Chris Statlander et Hikaru Shida qui ont regardé ça d'un air très, très grave et très, très préoccupé pour la santé de ces jeunes catcheuses. Donc voilà, le retour de la division féminine avec la championne. On nous annonce d'ailleurs pour la semaine prochaine qu'on aurait un Fatal 4-Way entre Penelope Ford, entre Britt Baker, Hikaru Shida et Chris Statlander, justement pour peut-être déterminer, confirmer peut-être la position de first contender d'Hikaru Shida, ou peut-être créer la surprise. Qui sait? Est-ce que toi qui es assez, comme moi d'ailleurs, mais qui répète chaque semaine, hein, critique de l'absence de catch féminin à la Lutte Wrestling, est-ce que tu es un peu satisfait de dire ok, c'est bon, la championne est de retour, la semaine prochaine on a un gros match à 4, est-ce que ça suffit à calmer ton ire à ce sujet? Bon, ça suffit pas forcément, mais en tout cas, au moins, voilà, après 3 semaines consécutives en weekly sans aucun match féminin, enfin, ils relancent un peu la division féminine en faisant revenir la championne. Voilà, donc c'est plutôt. C'est enfin, j'ai envie de dire. Voilà, quoi. Donc, enfin, il y a un peu de compète chez les femmes à la AEW et c'est pas plus mal, quoi. Donc ouais, puis là, voilà, le truc Native Beast, là, qu'on fasse un peu revenir les origines amérindiennes de Nyla Rose. Je voulais voir ses mensurations et je me rends compte qu'elle avait 1m75 pour 77 kilos. C'est vrai qu'elle est rablée, quoi, mais mais elle fait tellement monstrueuse à côté. Alors bon, la petite jeune qui l'a affrontée là, rest in peace, hein, voilà. Et écoute, c'est pas mal. Il relance la division féminine. Voilà, c'est le constat que je fais. On verra un peu maintenant sur la durée, parce que là, je pense que de toute façon, pour que vraiment on puisse porter un œil définitif là-dessus, il va falloir voir, voilà, d'ici un an, enfin pas d'ici un an, mais d'ici octobre, ils fêteront leur 1 an de weekly. On verra un peu où ça sera à ce moment-là, quoi. Mais voilà, ils font venir la championne qui m'apparaît beaucoup plus dangereuse et voilà, et bien monstrueuse que ne le pouvait l'être Rio. Shida, j'aime bien, donc écoute, moi je suis pour cette rivalité Shida-Rose dans cette division féminine. Donc allons-y. Ouais, tout à fait. Après, c'est vrai qu'il souffre d'un roster féminin très, très fin, hein, très pauvre. Ouais, Il y c'est ça, a il y a effectivement les 5 personnes qu'on a citées qui sont plus ou moins bien installées, qui sont là régulièrement. Après, ils ont quelques personnes qui viennent de temps en temps, mais c'est Parce que il manque. globalement, tu as Nyla Rose, Rio, Shida. Même déjà, une fois que tu as cité ces 3-là, ça commence à devenir difficile. Après, dans les jobbeuses, tu as Shanna, tu as Britt Baker. Britt Baker, c'est pas une jobbeuse. Non, hein, non, c'est pas une jobbeuse. voilà. Non. Penelope Ford aussi. Penelope Ford, ouais, Penelope Ford. Voilà, mais ça fait pas beaucoup, hein. Allez, on va dire Ça fait grosso pas merdo, beaucoup, ouais. avec quelques jobbeuses, grosso merdo, ça nous fait tourner à une douzaine de filles. Ouais, C'est mais carrément pas suffisant.
Mais avec un cœur effectivement de 5-6 catcheuses un peu sérieuses, c'est pas assez. C'est clair pour Ouais, mener ouais, une c'est pas assez, division. ouais. Donc là, écoute, c'est pas mal. Il nous reste, après cette émission-là, il y aura encore 2 émissions, 2 shows avant Double or Nothing. Il y aura forcément un match pour le titre féminin à Double or Nothing. Donc du coup, il y a le match la semaine prochaine, plus encore une semaine pour builder le match, de titre, pour le pay-per-view. C'est pas trop mal. Effectivement, il faudra qu'après, en tout cas, une fois qu'on retombera dans des conditions un peu plus normales, de circulation sur le territoire américain qui s'attellent à écrire des histoires intéressantes féminins et qui displayent un petit peu les talents qu'ils ont, comme les Shanna, hein, qui venaient d'arriver pas longtemps avant la pandémie. Donc c'est vrai que peut-être que l'herbe était coupée sur le pied, qu'ils avaient des projets qu'ils n'ont pas pu mener à bien. On verra bien. C'est le retour aussi de MJF. MJF qui est là, mais on voit aussi une vidéo qui a été tournée dans une chambre d'hôtel assez classieuse, hein, et pas du tout sous fond vert, hein, contrairement à ce que des gens peuvent dire mal intentionné. MJF est vraiment dans cet hôtel super luxueux. Donc il dira, il fera plus ou moins son apologie, sa promo, hein, pour dire voilà que il y a plein de catcheurs qui sont là alors qu'ils sont pathétiques parce qu'ils ont déjà 30 ans et ils disent qu'ils sont la prochaine grosse star, the next big thing, alors que lui, il est déjà la big thing actuelle, la grosse star actuelle. Il a même pas 30 ans, il en a que 24. Et que dans son petit doigt, il a plus de hit factor, plus de talent que tout ce monde-là. Donc il en a marre d'être comparé au Ric Flair, au Rock, etc. Et on dit qu'il n'est pas à leur hauteur, mais il est déjà dans la conversation en comparaison avec eux, ce qui est déjà plus que la plupart des gens. Donc voilà, il est guéri. Et la semaine prochaine, il aura un match. Et on le retrouve, ni une ni deux, aux abords du ring, hein, avec Sean Spears et Tony Schiavone. Donc un petit segment un peu fun où Sean Spears et MJF continuent un peu leur petit numéro de on parie du pognon sur les matchs à côté, au bord du ring. Voilà, donc la semaine prochaine, eh bien, MJF affrontera Jungle Boy. Même pas, à Double or Nothing, pardon. Il affrontera Jungle Boy, c'est ce que lui annonce Tony Schiavone. MJF est bien sûr furieux de cette annonce, il n'était pas au courant. Ça vient directement de Tony Khan, donc il est très en colère de tout ça. Sean Spears, lui, quant à lui, il a aussi droit à un petit segment vidéo où il parle de la défaite cuisante de Dustin Rhodes la semaine dernière aux mains du Murder Rock Monster, Lance Archer, et il dit que c'est certainement la fin de la carrière de Dustin Rhodes, et il y a une personne qui aurait pu empêcher ça, qui aurait pu sauver son frère, c'est Cody, mais Cody n'a rien fait, et lui, Sean Spears, c'est aussi un frère, c'est un grand frère, et il comprend pas, quoi. À sa place, à Cody Rhodes, il aurait sauvé son frangin, donc Cody, c'est vraiment un sans-cœur. Donc voilà, si Dustin Rhodes, sa carrière est terminée, c'est la faute de son frère, et puis c'est tout. Donc voilà, 2 petites vidéos, un petit segment à côté du ring pour un peu hyper ces 2 top heel ou mid-card heel, qu'on peut dire. MJF, Sean Spears, toi tu les vois où dans la carte actuellement de Ouais. l'Elite? Ouais, MJF, il est bon au micro, hein, et après, moi, je trouve que enfin, c'est marrant d'ailleurs, il est tellement bon au micro qu'il arrive à essayer de nous faire croire qu'il est, voilà, aussi balèze qu'un Rock, et cetera. Alors que physiquement, finalement, MJF, il est assez quelconque, quoi. C'est juste, il a une gueule et vraiment au micro, il envoie, donc du coup, il Il a peut une tête à claque. Il a ouais, ouais, il a effectivement une une tête à tête à claque, claque, ouais, ouais, c'est Ah clair, là là. et du coup, ça marche plutôt pas mal, quoi, et moi, ça m'a bien fait marrer. Enfin, le passage encore avec les paris avec Sean Spears et tout ça, j'ai bien aimé ça. Et Mmh mh. c'est voilà, écoute, hein, lui, il continue, hein, de toute façon, juste finalement par la force du micro, justement, il se balance dans le main event tout doucement. Il Mmh. s'attaque à Cody, il s'attaque au titre, il s'attaque un peu à tout, quoi. Et effectivement, il rappelle il a que 24 ans, quoi. 24 ans, putain, quoi. Ouais. Et voilà, donc écoute, on va voir, on va voir la suite. Donc il va affronter Jungle Boy. Alors j'espère que ça va nous assurer de revoir le Jungle Express, peut-être de nous revoir un peu le Luchasaurus, bon sang! Ouais, le Heu, Jurassic Express, le Jurassic Express, la semaine prochaine, ils sont bookés pour faire un combat contre Best Friends, ah oui, d'ailleurs. contre Best Friends, oui. Oui, oui, Ouais. d'accord. Ouais, ouais. Bon, bah, Et ça, ça c'est bien. C'est une et ça bonne sera nouvelle. Jungle Boy et Luchasaurus contre Trent et Chuck E. T.
C'est une bonne nouvelle. Je suis Voilà. ravi de savoir que le Luchasaurus est dans le retour. Bah ouais, il a peut-être retrouvé sa queue, hein, parce que pour ceux qui suivent Building the Elite, hein, BTE, eh bien, Luchasaurus y est chaque semaine et en fait, il recherche sa queue de dinosaure qu'il a perdue et c'est Taya Valkyrie qui lui a tranché. Donc, on voit de temps en temps Taya Valkyrie et là, il renoue avec un de ses tag team partners sur le Ah, circuit indie, Panda. il y a Taya Valkyrie à Being the Elite. Ouais, tout à fait. Elle bosse pas à Impact Wrestling, elle? Bah si, Si? mais bon. D'accord. Ok. BTE, tu peux avoir tout le monde. Hein. On a encore effectivement pour l'émission. Taya Valkyrie, c'est la femme de John Morrison, je crois. Exactement. C'est vrai, hein, c'est ça. Hein. Ouais, c'est elle. Oh ouais, non, mais ils ont du monde, plein de fédérations dans BT, notamment pour le Elle 200e était. épisode. Ils avaient des gens, ils avaient de Flip Gordon, ils ont eu aussi Marty Skrull, enfin voilà quoi. Ils vont chercher des gens en dehors de leur fédération, ils s'en foutent, ils n'ont pas de frontières. Elle était Voilà. à la Lucha Underground, Taya aussi. Tout à fait. Où il y avait des filles pas mal, hein, que j'ai jamais trop revues sur le circuit, mais comme je pense à Ivelis par exemple. Ouais, Ivelis, elle avait fait des tryouts à la WWE et c'était très mal passé à la WWE. Ah ouais, c'est bien dommage parce que. Elle avait un problème personnel avec un des coachs, avec Bill DeMott, hein, qui est un coach qui a eu des problèmes avec beaucoup, beaucoup de gens. Et visiblement, elle a été un peu harcelée, brutalisée par les manières de coacher très old school de Bill DeMott. Et du coup, elle a fait partie de ce Ouais, mais Bill DeMott, il s'est fait virer après par la suite. Ouais, Quoi. Et parce que lui, il a eu plein d'emmerdements, justement, à cause de ses attitudes et comportements dans les vestiaires. À peu près envers tout le monde. Quoi. Ça avait l'air d'être un garçon charmant, ce Bill DeMott. Ouais, très sale réputation. Ouais, Donc, exactement. voilà. Donc, on est content, MJF est non seulement guéri, mais overhealed, il est surguéri, hein, il est encore plus en forme que quand il n'était pas blessé. C'est fabuleux, ce mec, il a un patrimoine génétique de malade. Et donc, peut-être qu'on aura un match aussi entre Shawn Spears et Dustin Rhodes. Hein. Peut-être que Dustin n'a pas dit son dernier mot, n'aura pas apprécié ce qu'a dit Shawn Spears à l'écran. C'est vers ça que ça se dirige, hein, je pense. Hein. Après avoir eu mal à partir avec Cody, eh bien, Shawn Spears va chercher des noises à Dustin. Le champion est là. John Moxley, donc, qui est en action depuis un petit moment. On l'avait revu la semaine dernière en promo, mais là, il nous avait dit d'appeler nos grands-mères surtout, bordel de merde. Et bien là, il est là pour faire un gros match de 16 minutes 30 contre Frankie Kazarian, donc de SCU. Donc gros match. Frankie Kazarian, c'est son premier match, single match, donc sous la bannière All Elite Wrestling. Et aux commentaires, on me dit que c'est son premier match simple depuis janvier 2019. Imaginez-vous, ça fait à peu près 1 an et demi qu'il n'a pas eu de match simple, Frankie Kazarian. Pour ceux qui l'avaient suivi à l'époque de Impact Wrestling à TNA, hein, c'était un compétiteur très sérieux qui était en équipe avec Christopher Daniels, d'ailleurs à l'époque déjà, mais qui était aussi un compétiteur single assez redoutable. Et donc là, voilà, un gros match de plus d'un quart d'heure entre le champion et Kazarian. Donc voilà, il y a plein de moments où ça va aussi à l'extérieur, etc. Des comptes de 2 en veux-tu, en voilà. Mais bien sûr, malgré la pugnacité qu'a démontré Frankie Kazarian, eh bien, le champion reste en haut de la fédération et avec son paradigm shift un peu out of nowhere, bien avec une séquence assez fluide, hein, où Frankie Kazarian avait la main et l'ascendant sur Moxley. Moxley a besoin juste d'une petite ouverture pour placer son finisher. Donc John Moxley gagne ce match et il n'aura pas de temps de célébrer puisqu'il y a 7 membres du Dark Order, hein, ceux qui ont le masque, donc qui déboulent sur le ring et qui commencent à passer à tabac le champion. SCU, donc Scorpio Sky et Christopher Daniels débarquent pour prêter main forte à John Moxley, mais bien sûr le nombre est trop important. Il y a notamment le numéro 10, hein, qui est lui torse nu, qui est assez baraqué, qui est celui qui a été recruté par une petite vidéo il y a quelques temps, qui fait un gros spinebuster sur Scorpio Sky. Et puis Brody Lee débarque, hein, Monsieur Brody, avec son costard bleu et gris, sa cravate. Son pantalon trop court. Ouais. Son pantalon un peu trop court, faut dire qu'il est très grand, hein, Brody Lee. Et donc voilà, Brody, il met une discus lariat sur John Moxley. Il prend le micro.
Il a bien entendu, l'appel de Jon Moxley la semaine dernière, qu'il a mis sur lui-même, et sur son titre. Voilà, ben, Moxley, il est pas prêt de ressentir, l'énergie, des fans. La seule énergie qu'il va sentir dans les prochains temps, Jon Moxley, c'est celle de Dark Order, c'est celle-ci, celle du Dark Order qui lui marche sur la gueule. Voilà, donc ils disent qu'il n'est plus la personne qui connaissait Jon Moxley. Il a changé, maintenant c'est un leader. Il a Donc, changé. il a changé, tout à fait, et que maintenant Moxley, il a un truc qu'il veut, lui. Il a un truc dont il a besoin, c'est bien sûr le titre. Donc, il répond au challenge de Moxley et il a plutôt intérêt à accepter le champion. Sinon, eh bien, le Dark Order se chargera de le forcer à accepter. Moxley prendra le micro, enfin, du moins, il rampera jusqu'au micro qui est par terre et il dira à Brody, Dude, le seul truc que tu avais à faire, c'était de demander. Et donc là, bien sûr, des boots dans la gueule de Moxley pour lui faire fermer son clapet. Et Brody finira en ayant la ceinture en main. Et d'après ce qu'on nous dit, eh bien, il partira avec la ceinture en main. Il ne la laissera pas. Donc peut-être que Brody s'est emparé de la ceinture avant de la gagner dans un match. Et on nous annoncera un peu plus tard dans l'émission que le main event de Double or Nothing, eh bien, c'est un match pour le titre entre Moxley et Brody. Alors, du coup, est-ce que Mr. Brody Lee, avec son gimmick de Vince McMahon, sera bientôt champion de la AEW? Incroyable, hein, incroyable. C'était, en tout cas, tout ce segment-là, déjà, un match vachement solide quoi, entre Moxley et Kazarian pour commencer. Ah, grave. Tu as dit 16 minutes, C'était quoi, cool, un hein. vrai match, Ouais. un vrai gros match de catch, là, vraiment. Et même si Moxley, des fois, moi, techniquement, même quand du temps où il était Ambrose, je le trouvais des fois un peu just. Mais moi, je trouve qu'il est à fond dans son truc, Moxley, depuis qu'il est champion. Et Ouais. que du coup, il est intéressant. Et voilà, il est du coup, là, face à un. On avait deux gros workers, en fait. Un Kazarian, un putain de vétéran, un putain de vieux routier du circuit. Donc là, on a eu un match vraiment, voilà, c'était pas de la rigolade. Là, tu vois, là, ça n'a pas été un truc de 7-8 minutes plié vite fait. Non, 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 non. Là, on a eu droit à une vraie démonstration de catch. Franchement, j'étais agréablement surpris par ce combat. Mm. Et puis après, j'ai été ravi de la suite. Voilà quoi. J'ai trouvé excellent ce tabassage. Quand même, les amis, allez voir ce beatdown que prend Moxley, quoi. Il vient de se coltiner 16 minutes de catch face à Kazarian. Et derrière, il s'enquille un beatdown des familles. Ils sont 7 ou 8, les mignons. Hein. Ouais. Et ça tabasse. Et comme tu l'as dit, il y a un gros spinebuster qui est posé. Voilà, il y a 2-3 moves comme ça de salopards. Daniels et Scorpio Sky, ils prennent cher. Daniels, il prend cher de cher. Hein. Il reste en Jesus sur la rampe pendant tout le reste du segment. Et puis voilà, écoute, du coup on a Luke Harper versus Dean Ambrose. Pardon, excusez-moi, versus Brody Lee. Qui se profile pour le titre de champion du monde au All Elite Wrestling. Ma foi, vu ce que fait Brody Lee avec l'histoire du Dark Order, moi depuis le début, ça me plaît bien. Je trouve que tout le truc est bien trouvé, bien senti. Voilà, ce personnage de Vince McMahon en version barbute de 2,05 m. Moi, ça me va plutôt bien. Je trouve ça assez drôle. Effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les millions, il y a l'air d'en avoir 2-3 qui ont l'air d'être des bons gabarits, quoi. Ouais, notamment le numéro 10, qui était torse nu. Normalement, le fameux numéro 10, tu l'as cité au départ, ouais. Et donc, quand ceux-là vont un peu se découvrir au fur et à mesure, c'est très intéressant ce clan parce que on n'est pas dans un trio habituel, parce que les clans, c'est souvent un trio ou un tueur. Là, on est vraiment dans un truc, on ne sait pas, ils sont 10, ils sont 12, ils sont 15. En plus, en ce moment, on ne voit pas trop Evil Uno et Stu Grayson. Donc, c'est vraiment que tous les autres mignons qui sont là. Et du coup, c'est intéressant. Moi, j'ai bien aimé. Tout ce segment m'a bien plu. Ouais, et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens sur internet, notamment sur notre Discord, hein. Si vous n'êtes pas dessus, rejoignez-nous sur Discord. Il y a plein de channels, plein de fans de catch qui discutent, qui reprochent du coup à la All Elite de faire un peu les fonds de tiroir de la WWE et d'avoir des lutteurs. Et là, c'est sûr, voilà, le prochain match de titre, ça va être, du coup, on vient de dire, Dean Ambrose contre Luke Harper. Mais je trouve ça super intéressant de voir ce que les deux vont faire, du coup, à All Elite.
dans ce main event pour le titre. Et vu qu'il y a déjà eu des matchs par le passé d'Dean Ambrose et Luke Harper à la WWE, on va pouvoir comparer, juger sur pièce, comme on dit, quoi. C'est OK, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'on leur faisait faire à la WWE? Qu'est-ce que maintenant, aujourd'hui, avec un peu plus de liberté, Ouais. a priori, à la Elite, est-ce que vraiment on voit une différence? Est-ce qu'on voit une amélioration? On voit un truc qui est proposé, qui est plus intéressant, qui est plus cool? Ou est-ce qu'au final, non, on est pareil? Là, ça va être un bon indicateur, en fait, je trouve, un bon point de Ouais, comparaison. après, quand je dis Ambrose Harper, je chambre, hein, Bien sûr, c'est mais pour la déconne, hein, c'est pour la déconne, les amis, peuple de catch-up. Mais sur le débat des gars de la WWE qui vont à la All Elite Wrestling, alors je vais donner mon avis personnel là-dessus. ouais, vas-y, dis-nous tout. Pour moi, c'est totalement normal. Je veux dire, des mecs de la WWE, ça fait des décennies qu'ils vont bosser à la Ring of Honor, à Impact Wrestling, à la Progress, à la Evolve, à la WXW, dans toutes les. Voilà, quand il n'y a plus de taf à tel endroit, eh ben, on va chercher du taf ailleurs. Si la All Elite Wrestling, elle récup un John Moxley et un Brody Lee, eh ben, tant mieux pour elle. Et voilà, c'est comme ça. Moi, je ne vais pas aller cracher sur les workers qui, bah voilà, ils ont un contrat qui s'est terminé avec la WWE, ils vont voir ailleurs. Et en ce moment, qu'est-ce qui est hot dans le monde du catch américain? C'est la All Elite Wrestling. Donc, aller pécho du contrat là-bas, moi, c'est pas moi qui vais jeter la pierre aux catcheurs de faire ça. C'est eux qui sont les stars du business. C'est eux qui font tourner le business. Ils vendent leurs services au plus offrant, au plus chaud du moment. Et voilà, donc voilà, le débat pour moi des ex-WWE, il sert à rien. Ouais. Tu vas aller reprocher, je sais pas, on pourrait donner des exemples cons, mais un mec qui a joué à Chicago pendant des années et qui, voilà, LeBron James, il était à Cleveland et puis finalement il est parti à Miami. Voilà, donc effectivement tout ça fait des espèces de psychodramas sur des trucs comme ça, mais au final c'est Brody Lee versus John Moxley, c'est la All Elite Wrestling et c'est cool comme ça. Et franchement, entre le personnage de Luke Harper, de la Wyatt Family et le personnage qu'on a à l'heure actuelle de Brody Lee avec le Dark Order, voilà, on est un peu dans un autre monde, non? Carrément. Mais en plus, je pense que la plupart des critiques, c'est pas forcément la cible, c'est pas forcément les catcheurs et les catcheuses, c'est plus Non, oui, la bien sûr. fédération. Oui, bien Comme en sûr. fait, Oui, la oui, All oui, oui. Elite a Oui, marqué oui, un oui. peu sa volonté de se différencier de son produit et de son traitement par rapport à la WWE. Je pense que Mais les plus vives critiques pointent du doigt le fait, ah ouais, vous dites que vous voulez faire tout différent de WWE, mais du coup, vous engagez les mêmes voilà, catcheurs. Mais ouais, justement, ouais. si c'est pour leur donner l'opportunité de faire autre chose, là, c'est intéressant. Et là, vraiment, ce match de titre qu'on va avoir à Double or Nothing va être intéressant à regarder et analyser pour voir est-ce que du coup la Elite répond présent à ses intentions, est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir faire autre chose, un truc différent. Moi j'ai bon espoir, en tout cas j'ai hâte de voir ce match-là à Mais plusieurs niveaux, notamment sur le ouais. niveau analyse. Un peu, ouais, de toute façon, on rigole sur le fait des catcheurs anciens WWE parce que c'est normal, on a eu un affect pour eux du temps où ils étaient dans la Big League. Et donc fatalement, leur nom, il restera à jamais, quoi, tu vois, quoi. Ambrose, Moxley, le Shield, tout ça, ça restera imbriqué pour tout le reste de sa carrière. Et c'est tant mieux comme ça, quoi, de toute façon. Et moi, ça me va bien. Et je t'avoue que, très franchement, quand je regarde les shows de la Elite Wrestling, je pense pas à ça, en fait. Ouais, moi non plus. Tu vois, moi, je regarde Brody Lee et je regarde John Moxley. Je pense pas à, ah ouais, mais la WWE. Tu vois, pendant que je suis dans le show, je pense pas à ce genre de choses. Donc c'est que quelque part, ils réussissent le job. Voilà. Ouais. En tout cas, moi j'ai bien apprécié vraiment le temps qui a été donné à Kazarian dans le match. Et j'aime bien ce côté aussi All Elite où ils mettent en avant, c'est pareil, c'est un de leurs statements, un de leurs intentions clairement depuis le départ de redorer un peu le blason du tag team wrestling. Mais pas seulement en match tag team, quand ils font aussi des matchs en simple, et bien du coup ils sont pas jobés ou squashés comme des nazes parce que Ah souvent non, à non, non, WWE, non. quand tu as un mec d'une équipe qui fait un match en simple contre quelqu'un qui est un single compétiteur, là encore plus le champion, et ben du coup généralement le match est plié rapidement, quoi. Donc là vraiment j'ai apprécié le fait qu'il donne du temps, comme Scorpio Sky à l'époque où il avait fait son match contre Jericho quand Jericho était champion. Bref, voilà, ils ont acquis le fait que les tag team wrestlers sont aussi de très bons catcheurs contre des gars qui sont des single compétiteurs, quoi. Et ça c'est plutôt appréciable, je trouve.
La suite, on a une petite vidéo de Brandi Rhodes qui a un message tout personnel à l'attention de, Jake the Snake Roberts, puisqu'effectivement Jake depuis qu'il arrive, avec Lance Archer et qu'il cherche l'attention de Cody, eh bien, il utilise régulièrement le nom de Brandi pour, trigger, hein, et faire péter un plomb à Cody en parlant de sa femme, en la traitant de, Monica Lewinsky de Bill Clinton, Cléopâtre de César et cetera. Cody aimait les choses claires sur la table. Je suis rien de tout ça, tu me connais pas, n'emmerde pas Jack, les gens que tu ne connais pas. Je suis Brandi Rhodes, je suis, la Chief Brand Officer et à partir de maintenant, tu vas garder mon nom en dehors de ta sale bouche de vieux tocard. Voilà, cash, hein, elle est directe et suite à ça, Ouais. bah, elle accompagnera au ring QT Marshall, de la Nightmare Family qui a un match contre Lance Archer, afin de venger un petit peu, du coup, Dustin Rhodes, hein, qui s'est fait démonter la semaine dernière. Donc bien sûr, Jack arrivera aussi. Jack restera un peu sur les escaliers, proche du ring pour superviser le match. Donc petit match entre QT et Lance Archer, qui durera quand même, mine de rien, un peu plus de 7 minutes. Donc on n'est pas dans un squash du tout, hein. 7 minutes de catch, même si Lance Archer, très majoritairement nocelle, quasiment tout ce que lui fait QT. Bien sûr, il ira un peu à l'extérieur, il prendra quelques coups, mais jamais on aura l'impression que Lance Archer sera réellement inquiété, durablement face à QT et c'est bien sûr un gros blackout, qui finira le match et comme la semaine dernière, Lance Archer fera le tomber en posant ses 2 grosses paluches sur la tête écrasée contre le ring de son adversaire pour le compte de 3. Post-match, on a une petite altercation puisqu'il y avait Britt Baker, hein, qui était autour du ring, hein, et qui, à un moment donné, lorsque QT Marshall était dehors, avait fait comme la semaine dernière avec Cody, lui avait donné un coup de chaussure sur la tête. Brandi, voyant ça, elle est arrivée, elle a pris la chaussure de Britt Baker et l'a balancée très loin dans l'arène. Et bien, à la fin du match, Britt Baker en a marre, débarque et donne un DDT à Brandi Rhodes, hein, sur le sol, Ouais, ouais. et remet Brandi dans le ring où il y a encore Lance Archer qui regarde le corps inanimé de Brandi Rhodes. Une pensée sadique lui parcourt le visage. Les commentateurs se sont glacés d'effroi en la perspective de ce que pourrait faire Lance Archer à Brandi Rhodes. Est-ce qu'il va lui mettre un blackout aussi? On ne sait pas, mais Jake débarque dans le ring avec un vieux copain à lui, le gros serpent, le python constructeur, hein, qui a mis le snake dans Jake the Snake Roberts. Et donc, Jack lâche son python sur le corps inanimé de Brandi, le python qui se balade sur le corps de Brandi Rhodes. Donc, c'est avec cette image perturbante que le segment se termine. Jack teasera le fait de lancer le serpent dans la foule, qui bien sûr a peur. Donc voilà, est-ce que ce retour du serpent, est-ce que toi tu avais connu Jack à l'époque où il était. Ah, mais ouais, Ouais, mais carrément. Ah, mais là, gros spot old gros kiff, school, hein. là. Ouais, ouais. Ah là, c'était voilà, de retour aux belles heures. Il y avait eu la dernière fois qu'on l'avait vu faire, c'était avec le Shield, justement, et c'était avec Dean Ambrose, justement, avec John Ah, Moxley. je m'en souviens plus. Et John Moxley, en fait, il était tellement heureux de partager le ring avec Jake the Snake. En fait, quand Damian lui passe sur le visage et tout, le Dean Ambrose, il a un petit sourire, quoi, un petit sourire, heureux d'être là, quoi, incroyable. Ouais. Et non, mais Jake the Snake, c'est que il y aurait tellement mille anecdotes avec lui. André le Géant était terrifié par Jake the Snake, quoi, parce qu'André le Géant avait une peur farouche des serpents. Aïe. Et aussi, le serpent de Jake the Snake avait mordu le Macho Man sur le ring, en direct. Un truc complètement. Dans les pecs, non, c'est pas ça? Et je sais plus si ça avait été dans le bras ou dans un pec, mais Ouais. il me semble que c'était un bras. Et il avait été mordu, enfin incroyable avec Jake the Snake, il s'est Ouais. passé des choses complètement folles, quoi, dans le ring, quoi. Et donc que Brandi elle accepte un spot pareil, quoi, c'était quand même assez incroyable, quoi. Ce démolissage au passage, hein, vite fait, juste, hein, voilà, hein, pendant ce temps, Lance Archer continue son opération de démolition. Ouais. Voilà, entreprise de BTP, Lance Archer. Voilà, quoi. Et efficace, quoi. Lui, s'il a un peu de temps, il viendra nous réparer la Notre-Dame ou pas, entre midi et 2. Ouais, Voilà. c'est plus la démolition que la construction, hein, Ouais, effectivement, hein. c'est vrai, Voilà. ouais. Il est spécialisé focus, hein, Ouais. il sait faire un truc, il le fait très bien, mais c'est qu'un seul truc, hein. La construction, c'est Oh pas. là Il est là, pas architecte, hein. quand il passe son blackout sur Marshall et Ouais. qu'il casse lui-même le tombé là,
Mais là, tu te dis: «Mais putain, mais j'aimerais pas que ce mec-là, il me tienne entre ses pognes». Oh non. Parce qu'il va me déboîter les cervicales en puissance 1000. Ah ouais, non, non, mais voilà. Et donc, voilà. Donc, écoute, encore une fois, j'ai bien aimé tout ce spot avec Jake, avec Lance, avec Brandy. Voilà. Respect, Brandy, d'avoir le serpent comme ça. Parce que moi-même, comme André le Géant, j'ai eu une peur terrible Ah, des serpents. on Et, apprend et- une faiblesse du tonton Chris. Ah ouais, une de mes faiblesses, les serpents, ça fait partie de mes faiblesses. OK. Ah bah, écoute, bon à savoir. Si un jour on s'affronte dans un ring, je sais ce qu'il me restera à faire. Donc on nous annonce aussi un peu le programme la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a MJF qui est en action. On a Brody Lee contre Christopher Daniels. On a, comme je vous disais, Jurassic Express contre Best Friends. On a Jack Roberts et Lance Archer qui auront un long interview. Le Fatal 4-Way féminin entre Shida, Ford, Baker et Statlander. Et on aura aussi Chris Jericho en action. Et Chris Jericho, on apprendra qu'il la semaine prochaine, il affrontera Pineapple Pete, hein, donc le mec avec des chemises à motif ananas qui trash talk chaque semaine quand il est au commentaire Chris Jericho, eh bien il aura un match contre lui la semaine prochaine. Et on nous annonce aussi que pour le Double or Nothing pay-per-view, donc fin mai, on aura aussi un Casino Ladder Ouais. match pour un shot, un match pour le titre AEW World Championship. Donc du coup, une espèce de combo Money in the Bank et Battle Royale, hein, puisque du coup, c'est un ladder match, mais le vainqueur gagne une opportunité au titre. Donc du coup, c'est un peu une combo des deux. Donc voilà, bah, pourquoi pas avoir, hein, ça sera l'occasion d'avoir un gros ladder match sympa du côté de la Release. Ouais, On verra comment ils dernier, gèrent. le dernier en date, c'était avec les tag teams, je sais plus dans quel pay-per-view, où il y avait les Lucha Brothers, d'ailleurs, qui me manquent. Ils me manquent, les Lucha Brothers. Ouais, grave. Faut qu'ils reviennent absolument. Mexiking, Et, Zero Meiro. et- Mais mais qu'est-ce écoute, du coup, il y a 4 matchs annoncés déjà pour Double or Nothing. Ça commence plutôt pas mal. Et puis cette finale du TNT Championship, Ouais. Cody versus Lance Archer, moi, je suis hypé à mort pour ce match. Donc, allons-y. Tout à fait. Eh ben, allons-y pour le main event aussi. Pour Le le main main event qui nous était annoncé, c'est Chris Jericho et Sammy Guevara hein, du Inner Circle et leur duo s'appelle le Sex Gods, donc et le dieu du sexe, contre Kenny Omega et Matt Hardy. Donc là, on renoue avec la rivalité Inner Circle versus The Elite. Donc peut-être que tout ceci nous tease, hein, je sais pas, peut-être pour Double or Nothing, si les conditions sont bonnes, on aura peut-être droit au fameux Blood and Guts match. Ça serait plutôt cool, ça compléterait bien la carte qui serait une carte assez alléchante. Donc du coup, voilà, on est dans un street fight, Fall Count Anywhere, entre les deux équipes. Donc là, aussi un gros match, hein, 19 minutes 30, quasiment 20 minutes de match. 20 minutes de match. Ouais. Et ils seront allés partout I want dans le there. stade. Vraiment partout, là où il y a la concession avec le merchandising, dans les trucs où on vend les boissons avec des freezers de glace, il y aura, voilà, enfin, le parking Voiture de qui sera golf, une voiture de golf. le Matt Hardy qui catch quasiment tout le truc avec son espèce de manteau, voilà. Ouais. Savoir que donc Matt Hardy débarque en What broken the mat. fuck? Ouais, Ouais, voilà. il arrive en broken mat et très rapidement, il se fera prendre à partie par Jericho. Donc c'est Jericho contre Matt Hardy et Sammy Guevara contre Quand Kenny Omega. Et donc Matt Hardy qui commencera par mordre le doigt de Guevara avant le début du match. Et très rapidement, donc Jericho ira se bastonner avec Matt Hardy dans les espèces de tubes, de tunnels d'entrée avec les LED là et les néons. Et donc Jericho balancera Matt Hardy dans le tube de néon et se fracassera à l'intérieur. On ne verra plus Matt Hardy pendant un petit moment, jusqu'à ce qu'il revienne, mais habillé différemment. Il reviendra en Team Extreme, Matt Hardy. Donc Matt Hardy de son époque avec son frère Jeff. Hein. Donc voilà, il fera le match en changeant son moveset, en faisant des side effects, des twist of fate, etc. En faisant un spot où il sautera sur une table, etc. Donc vraiment Team Extreme. Et à un moment donné, il se fera mettre par Sammy Guevara et Chris Jericho dans un congélateur. Il restera là planqué un petit moment et 2-3 minutes après, il ressortira habillé en Damascus, un autre alter ego. Bien sûr, pendant ce temps, eh bien, il y avait Jack Hager qui était aux côtés du ring, qui participera au match parce que c'est un street fight, donc il n'y a pas de disqualification. Et ça tourne à n'importe quoi. Et donc, effectivement, à un moment donné, Matt Hardy
Donc, Damascus Matardi monte dans une voiturette de golf avec Kenny Omega et les deux roulent sur Chris Jericho, roulent sur Sammy Guevara qui se prend un vilain Il se prend spot. un gros, ouais, c'est Il se clair, ouais. mange la voiturette de golf à pleine vitesse, entre guillemets. Hein. Je sais pas, ça va peut-être 20 km/h ou 15 km/h. Mais quand même, le spot est assez impressionnant. Ah, mais c'était énorme. Donc plein de spots effectivement, Ah, avec bah des ouais, mais tables, comment des non, mais chaises, des machins, des plateformes qui s'élèvent, enfin c'était n'importe quoi. À un moment donné, ils sont carrément quasiment à l'extérieur puisqu'en fait à côté du Daily Place, il y a le stade de football, donc ça finit quasiment sur le stade de football américain. ah bah ouais. Ouais, donc malgré les 3 alter ego et de Matardi, malgré la voiturette de golf, eh bien, ça sera trop pour, les membres du The Elite, hein. Le Inner Circle gagnera puisque sur la fin, eh bien, c'est Santana et Ortiz, hein, qui viendront, prêter main forte à leurs collègues du Inner Circle, hein, qui sont soudés, comme jamais, comme personne. Et donc du coup, bien, victoire de Chris Jericho et de Sammy Guevara. La fin, le Inner Circle, célèbre avec donc en fond le gros stadium de football américain et avec l'écran de LED du football américain, du stade, qui s'illumine au logo du Inner Circle. Et on nous apprend que la semaine prochaine, eh bien, il y aura un match. Ça sera Matardi et Omega contre Santana et Ortiz cette fois-ci. Donc on Ouais. continue la feud Inner Circle versus The Elite. Qu'est-ce que C'était tu as pensé de ces Ah bah, street tu m'as fight entendu 20 minutes? tu m'as entendu me marrer, moi j'ai Ah adoré, quoi. ouais. Ah là, mais moi j'ai kiffé, mais grave, mais le moonsault de Kenny Omega du haut de l'élévateur là, mais toute la séquence avec la voiturette de golf, mais putain, mais j'en pouvais plus, quoi. Mais c'était et après le Matardi qui passe à travers les tables à la fin par l'Inner Circle et tout. Ah mais Ouais. moi je me suis éclaté du début à la fin, quoi. Mais comment? Mais je me suis poilé, quoi. Mais alors, écoute, ça m'a fait plaisir, ça faisait longtemps, c'était quasiment un match de comedy wrestling pour moi, quoi. Et c'était tout ce beatdown voilà, dans le backstage du stade de foot là, des Jaguars là, c'était énorme. Le t-shirt de Kenny Omega à Wazir, il y avait plein de petits détails, voilà quoi. Et voilà Jericho il met une powerbomb sur le toit de la voiturette de golf. Et que l'autre, il a tout l'Inner Circle au cul qui est en train de le massacrer avec le Hager qui le traîne comme une vieille. Ah non, mais. Oui. Ah, Il le mais moi, chope en headlock et il le traîne ouais, partout. ouais. 15 mètres, Il le traîne partout sur 15 mètres. Et Jericho vient lui remettre une close line, ou non, enfin, comment dire, son Judas Effect. Jet Effect, ouais. Voilà, ouais. Ah, mais moi, j'ai kiffé. Ah non, mais franchement, moi, tout le main event, là, ça est du début à la fin, ça m'a fait poiler. C'est n'importe quoi. C'était complètement what the fuck et j'adore. Alors là, vraiment, là, j'adore. Quand ça part complètement en vrille comme ça, bah moi, je suis un bon client pour ça, quoi. Donc, Ouais, et sachant qu'on a eu l'occasion de voir un concept que voulait faire Matardi depuis un petit moment, il en parlait sur ses vidéos, etc., c'était d'inclure ces différents avatars, hein, ces différentes personnalités au sein d'un même show, au sein d'un même match. Et ben là, ça y est, on a eu 3 incarnations différentes de Matardi au sein d'un même match. Je trouvais que c'était plutôt pas trop mal géré, hein, sur les transitions et les changements. Moi, carrément, au début du match, quand il se fait péter la gueule par Jericho dans le tunnel de néon et qui débarque 4 minutes plus tard en traditionnel Extreme Matardi, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce truc? Et quand le ressortir du congélateur fringué différemment, c'est-à-dire que les mecs, ils ont mis dans le congélateur les fringues de machin. Ouais, voilà, c'était cool, c'était fun, c'était n'importe quoi, un gros street fight, on ouais. utilise tout. Ah ouais. Voilà, c'est, il y aura toujours des gens pour aller que c'était pas un match, techniquement, Ah, mais sérieux oui, dans ah, le ring, mais etc. là. Mais c'est un Fall Count Anywhere, street fight match avec, 2 factions qui s'affrontent. Donc forcément, au début, c'est 2 contre 2, puis ça finit par 5 contre 2. Voilà, hein, je trouvais ça cool, quoi. J'ai trouvé ça effectivement très cool, marrant, avec du beau spot, du gros spot, non, c'était bien. C'est une très bonne façon de finir le show. Moi, j'étais content, à la fin du show, j'ai fait: «OK, c'était un bon Dynamite», puis voilà, un gros match de 20 minutes, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Il est temps de passer de l'autre côté de la Floride, hein, pas Jacksonville, mais à Orlando pour le Performance Center. On passe sur USA Network pour regarder le NXT. Un NXT avec une carte très alléchante, hein. On a 2 matchs pour le titre, on a, le début de Karrion Kross de Scarlett, on a Finn Balor qui vient, confronter son agresseur. Bref, une carte qui était, presque du, takeover level. Et on avait un peu la crainte, toi et moi, qu'1 heure et demie, c'était peut-être pas assez pour cette carte. Eh bien, on va voir ça dans le détail. On commence par un des matchs qui était annoncé, Johnny Gargano contre Dominik Dijakovic.
Voilà, hein, Dominique Dijakovic la semaine dernière qui avait exprimé son avis tout à fait négatif par rapport aux actions et aux exactions de Johnny Wrestling depuis son revirement et depuis son psychodrame en confinement avec sa femme. Donc Johnny Gargano qui débarque, nouvelle tenue, nouvelle musique, nouveau titre entrant, une musique un peu étrange, bien sûr plus lugubre et sombre que sa musique entraînante d'habitude. Donc voilà, un petit match entre les deux, hein, de 7-8 minutes, il me semble, de mémoire. Et bien rapidement, dans le match, à peu près la moitié, débarquera Candice LeRae, qui sera là pour faire des distractions et permettre à son mari d'avoir des ouvertures contre le géant croate Dijakovic. Et bien, c'est ça qui fera la différence. C'est bien sûr les interventions de Candice LeRae qui, à un moment donné, ne fera jamais de tricherie, ne viendra jamais frapper directement Dijakovic, mais viendra essayer de traîner son mari à l'extérieur pour l'aider, etc. Et sur la fin, eh bien, Gargano, qui aura lutté à de multiples reprises pour enlever la protection d'un des coins du ring, y arrivera, balancera Dijakovic tête première sur le coin du ring, le coin du poteau complètement exposé. Dijakovic vend la blessure et Gargano fait son slingshot DDT, ce qu'il appelle maintenant le Wine Final Beat, le dernier battement de cœur pour la victoire. Johnny Gargano donc remporte la victoire lors de son premier match suite à son heel turn. Qu'est-ce que tu as pensé du match et plus particulièrement, on va dire, du heel turn de Gargano dans le ring? Est-ce que tu as senti une petite différence dans son moveset ou Ouais, non, ouais, de toute façon, voilà, ça y est, c'était lancé, il était en plein sur la piste. C'est parti. Moi, je t'avoue, c'est le match en lui-même qui m'a, malheureusement, dans lequel je suis jamais trop rentré. Parce que, ouais, je sais pas, c'était court, j'ai trouvé ça, effectivement, même si Candice, elle a pas fait d'intervention directe, mais elle était présente et voilà, suffisamment pour soi-disant gêner Dominique Dijakovic. Et je sais pas, je trouve un peu dommage de voir Dijakovic perdre un match comme ça en 8 minutes. J'ai trouvé ça un peu expédié. J'ai eu du mal avec ce combat, quoi. Voilà, franchement, j'ai eu vraiment du mal à rentrer dedans. Ça n'a pas été, un truc qui m'a super emballé. Voilà, le heel turn de Johnny Gargano, voilà, et de toute façon, est assumé, confirmé, entériné. Voyons vers où ça va le mener maintenant. Très bien. Dijakovic, j'espère le revoir sous d'autres cieux. Ouais. Voilà. Ouais, moi j'avoue, Johnny Gargano dans son repackaging, la musique, je suis pas fan. Je trouve que ça lui va pas, ce style de musique. Pour te dire, quand j'ai entendu la musique au début, j'ai cru que c'était l'arrivée de Karrion Kross et de Scarlett, en fait, hein. D'accord. Je trouvais que ça correspondait bien aux trucs un peu lugubres, Doomsday Clock, etc. Mais non, j'ai vu Gargano, j'ai fait OK, choix original, intéressant pour Johnny Gargano, mais je trouve que même en heel, il a pas la tête de l'emploi, hein, il a pas la tête le look qui va avec cette musique-là. Bref, voilà, ça reste encore à travailler tout ce repackaging. On a une petite vidéo au sujet des champions tag team, hein. Donc on voit Marcel Barthel et Fabien Eichner de Imperium, voilà, qui disent en gros que le ring est sacré pour eux, que Matt Riddle et son nouveau copain, là, comment il s'appelle? Ah oui, Timothy Thatcher, c'est un peu des clowns et que eux deux, ils vont rendre la splendeur aux tag team titles et que du coup, il lance un challenge officiel, donc une petite vidéo qui était courte, hein, qui ne raconte pas grand-chose, mais qui était, je trouve, pas mal faite, hein. C'était bien filmé, l'angle de caméra était intéressant, il y avait une bonne qualité un peu de production, c'était assez cool. Je trouvais que ça mettait bien en valeur les deux Européens pour les asseoir dans la chasse du titre. Donc clairement, visiblement, excite, hein, les Indiens qu'on nous présentait il y a 3-4 semaines. Ouais. Et c'est maintenant les Européens finalement qui prennent le spot, hein, qui clairement vont avoir un match de titre pour les titres, pour les ceintures. Donc bon, c'est pas plus mal, hein, parce que C'est logique, quoi. C'est Ouais. logique. Ouais, Imperium, il depuis le début du confinement, ils sont là, ils sont présents, ils C'est sont ça. quasiment à tous les shows. Il y a que Walter qui a été mis en retrait du fait qu'il est confiné en Angleterre. Mmh. Donc moi, je considère que c'est mérité que ça soit d'abord les Imperium qui soient lancés dans la course de la tag team division. Oui, puis en plus, je les trouve plus intéressants, plus Oui, établis, ouais, voilà quoi, voilà, c'est surtout, ouais, ils sont plus établis et je considère que c'est quand même d'autant plus mérité qu'ils soient présents dans cette course complètement, ouais. aux ceintures. C'est mérité, tout à fait.
On passe à un autre match, qui est un match pour le tournoi, Cruiserweight parce que, eh oui, malgré le fait qu'on a 2 matchs de titre ce soir, on a encore des matchs pour le tournoi, Cruiserweight et là, cette fois-ci, c'est Akira Tozawa contre Jack Gallagher, Voilà. Tozawa qui avait une victoire, Gallagher qui avait une défaite et eh bien, pour une fois, ils vont pas chercher l'égalité parfaite puisque donc c'est Tozawa qui, marque cette 2e victoire, dans le tournoi. Une petite promo à la fin du match où il raffirme sa détermination. Il est très focus hein, depuis le début du tournoi Tozawa. Il dit le prochain adversaire, c'est bien sûr Fantasma. Il ne connaît pas, il ne sait pas qui il est, mais Et il va le connaître. Tozawa va gagner. Il va apprendre à le connaître, moi je te le dis. Ouais. Enfin, s'il se fait pas enlever hein, d'ici là, hein, puisque Ouais, on sait jamais. Ouais. on sait jamais. Ah, Donc voilà, quoique, moi j'ai été surpris hein, de voir ce match l'arrivée. Je pensais qu'on n'aurait pas de match Cruiserweight cette semaine, vu la carte qui était déjà bien chargée. Le match n'était pas très long, hein, il faisait à franchement, peine ouais, 5 3 minutes. minutes, Mais, même ouais, pas 3 minutes, 3 ouais. minutes de match, quoi. Non, franchement, le match était absolument sans intérêt. Alors que à l'arrivée, Tozawa et Gallagher, ils sont capables de livrer une bonne petite prestation entre les cordes. Et là, franchement, pour moi, ça avait aucun intérêt, quoi. Ça a duré 3 minutes, ça a été expédié. Voilà, Tozawa, il a dit 5 mots en sortant, quoi, et qu'il battrait Hero del Fantasma. Ce dont je doute totalement. Et parce que Hero del Fantasma, Akira, je suis désolé, mais il va te plier en 4. Et puis voilà, écoute, le petit tournoi Cruiserweight continue, plutôt sympa, mais si c'est pour leur donner des matchs comme ça, franchement, c'est pas terrible. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça pas terrible. Eh ben, notre match de 3 minutes avec plus d'intérêt, c'est Xayali contre Chelsea Green. Très rapidement, il va y avoir Aliyah qui débarque aux abords du ring et qui viendra pointer le bout de son nez cassé dans le match, ce qui permettra de faire une distraction et permettra à Chelsea Green de faire son unprotecteur pour la victoire. À la fin, eh bien, Robert Stone tendra sa main à Aliyah afin qu'elle se relève et lancera une petite invitation qui laisse peut-être supposer que Aliyah rejoigne la Robert Stone brand et peut-être qu'il ne sera plus seulement le manager de Chelsea Green, mais sera effectivement le leader d'une faction féminine. Donc voilà, un match là aussi ultra court qui, à part ce petit truc de storyline, ne sert pas à grand-chose, j'ai trouvé. Est-ce que tu as trouvé un intérêt à ce match? Moi, j'ai trouvé aucun intérêt à ce match. Voilà, Ah bah très bien. Ah ouais, voilà. Voilà, on va pas s'éterniser voilà. de suite, hein. On va plutôt parler d'un truc qui là où on a des trucs à dire. Voilà, Ah! l'arrivée enfin, Karrion Kross et Scarlett Bordeaux qui débarquent officiellement à NXT dans le ring avec une intro qui fait beaucoup de bruit sur internet Oui. et c'est mérité parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de soins apportés, aux angles de caméra, à la vidéo. C'est en noir et blanc, on voit le Titantron avec, un décor lugubre, une forêt avec, des brumes, un brouillard, un corbeau qui vole vers nous, une silhouette en ombre chinoise féminine avec un grand manteau un peu drapé, une musique très doom metal, hein, donc du métal assez sombre, et Karrion Kross qui arrive se mettre devant dans Scarlett. On voit sa stature, hein, Karrion Kross qui est de suite ultra impressionnant physiquement. Il a un physique qui me rappelle un peu le Rock, mais en moins volumineux, un peu moins gonflette, on va dire, mais c'est pareil, c'est ce côté crâne rasé, muscles luisants, gros tatouage, stature très importante. Et donc, du coup, une chanson féminine, c'est Scarlett qui censément chante. Donc, on voit Scarlett Bordeaux qui, elle, effectivement, très gothique aussi, une coiffure un peu set cut, gros maquillage très marqué sombre, lèvres très rouges, des barésies, un collier noir, et donc des paroles de chansons qui annoncent là aussi encore une fois l'apocalypse, la pestilence. Vous ne pouvez pas y faire face. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous agenouiller, tomber à terre et prier pourquoi? Pour votre salut, on ne sait pas. Et donc voilà, une intro qui était cinématiquement assez chiadée, j'ai trouvé, hein, avec beaucoup de brouillard, beaucoup de fumée. C'était cool. Moi, j'ai trouvé ça très cool. Ouais, bah moi aussi, pareil, quoi. J'ai trouvé cette entrée Ah, excellente, ouais. c'était super bien réalisé et voilà, démontage en règle du jobber comme il faut, quoi. Mmh. Ah oui, il s'est fait carboriser. Ah ouais, non, mais il s'est fait, voilà. Et puis son finisher, là, son cross jacket submission, là, c'est du velu. C'est voilà. Non, alors là, franchement, carrément impressionné par l'entrée des deux oiseaux, voilà, de Scarlett et de Karrion Kross, là. Ouais.
Là, voilà, en fait, là, Karrion Kross, il m'a fait l'effet un peu quand j'ai découvert Lance Archer à AEW. Là. Donc, Ouais, il y a un peu ça. Ouais. mais je l'avais vu un tout petit peu, je le connaissais un tout petit peu parce que je l'avais vu dans quelques segments à Impact. Impact, non, pas, il n'était pas à Lucha Underground. Ah, d'accord, okay, je croyais. Ah non, il n'était pas à Lucha Underground. Par contre, effectivement, je l'ai vu dans quelques segments. Donc, je le connaissais quand même physiquement. Mais là, je l'ai trouvé encore plus monstrueux. On sent qu'il a bossé pour préparer son arrivée à mort. Et là, grosse impression de Karrion Kross pour commencer. Ah oui. Et là, il est vraiment tout packaging de l'intro, la fumée, les lumières, etc. En font vraiment augmente son charisme. On dirait vraiment que c'est une super méga star, quoi. Enfin, il est présenté, il arrive comme étant le taulier, quoi. Donc, du coup, ça renforce sa présence dominante et inquiétante dans le ring. Effectivement, un squash où le jobber Leon Ruff de la Evolve vend le premier coup comme étant peut-être même le dernier. Et vraiment, il aurait pu faire le tomber après son premier Doomsday Saito. Il aurait gagné. Vraiment, le jobber vend ça comme étant comme s'il avait une commotion cérébrale, comme s'il avait le dos qui était pété en 8000. Donc, voilà, il est promis à de très gros résultats, Karrion Kross, c'est évident. Pour ceux qui avaient un doute, rien que voir le soin apporté à son intro, ça va déménager. Donc quelqu'un qui va clairement choper un titre ou des titres dans un futur pas si lointain, je pense, parce qu'il est... Voilà, ça va être compliqué d'ailleurs de gérer. Quand tu as des gens comme ça qui débarquent avec autant de hype et présentés aussi dominants, c'est un peu compliqué de gérer leur montée en puissance dans la chaîne alimentaire. Est-ce qu'ils vont le faire des squash contre des jobbers pendant X semaines avant d'avoir un match sérieux? Je ne sais pas. Je pense qu'ils auraient un peu tort de faire ça parce que on a vu ce schéma un peu trop souvent, surtout à NXT. Ah, ça dépend parce qu'en mode confinement, peut-être qu'ils vont attendre Ouais. justement, tu vas d'avoir du retour de public pour pouvoir commencer à faire un vrai impact avec ce couple-là. Et que peut-être qu'effectivement, pour encore le temps du confinement, on va encore avoir droit à quelques squash de la part de Karrion Kross. Oui, quelques-uns, je veux bien, tu vois, 2-3, mais pas que ce soit des semaines et des semaines et des semaines, comme certains ont eu, comme les Viking Raiders, comme le Aleister Black, etc. Quoi. Sachant que certainement, le premier gros match contre quelqu'un de sérieux qu'aura Karrion Kross, ce sera Ciampa, puisque Ciampa a été agressé par Karrion Kross, donc c'est logique que Ciampa vienne se venger et demande des comptes. Il y a de fortes chances, Ouais. Donc voilà, grosse première impression en tout cas. Moi, c'est pour ça que j'aime bien NXT. C'est ce côté assez culture rock, culture metal, avec on met les moyens, on fait des intros qui, même dans un weekly, des trucs qui claquent. On n'attend pas les gros pay-per-view une fois l'an pour faire des trucs qui envoient du lourd. Ça, j'aime bien. J'aime bien ces traitements-là. On a un rapide segment backstage entre Matt Riddle et Timothy Thatcher qui disent ok, du coup juste ils acceptent le match, le défi lancé par Imperium, donc voilà, on aura le match sous peu pour le titre entre les deux équipes, rien d'autre à plus de dire à ce sujet-là. On passe de suite à un des deux matchs de titre du soir, le match pour le titre féminin entre la championne Charlotte Flair et la first contender Io Shirai. Donc un match qu'on attendait, toi comme moi, avec impatience, très clairement. Un match qui, malheureusement, comme on en avait peur, ne sera pas très long. 7 minutes, je crois. Ouais. 7 minutes, mais il finira en mode boudin, comme on dit, puisque le match était assez disputé. On voit que Charlotte, qui était toute confiante, déchante un petit peu et commence à comprendre contre qui elle cache ce soir, et commence à sentir toute la technicité et la vitesse de Io Shirai. Elle commence un peu à grincer des dents à Charlotte, jusqu'à ce que Shirai fasse son moonsault à l'extérieur. Charlotte évitera ça de justesse et chopera un kendo stick pour attaquer Io Shirai. Donc disqualification, victoire de Io Shirai par disqualification. Charlotte effectivement continue à agresser Io Shirai en faisant son figure four lock, leg lock sur le poteau à l'extérieur. L'arbitre essaie de calmer tout ça, il n'y arrive pas évidemment, jusqu'à ce que quelqu'un débarque. Rhea Ripley, l'ancienne championne qui a perdu son titre à WrestleMania contre Charlotte, débarque pour sauver plus ou moins Io Shirai, ou plutôt pour fermer le claquet de Charlotte. Charlotte qui battra en retraite. Io Shirai qui sera toute boitante, engueulera Rhea Ripley, en gros mets-toi de tes affaires, dégage ta gueule. Rhea Ripley lui dira aussi non mais ferme-la, tu devrais me remercier, je t'ai aidé.
Et un peu plus tard, backstage, on aura Rhea Ripley qui sera interviewée. Donc, la trash talk Charlotte, évidemment, jusqu'à ce que Io Shirai débarque, s'embrouille avec Rhea Ripley. Tout ça pour nous vendre très certainement bien, un match entre les deux. Donc, du coup, est-ce que ce finish qui n'en est pas vraiment un, ça va ou grosse déception? Petite déception ou grosse déception? Ouais, une déception quoi. Voilà, 7 minutes, pour moi, c'était vraiment, non, c'était pas assez, voilà, j'en ai pas assez vu, j'étais assez frustré de ce match, ça m'a pas ça me ouais, j'étais assez déçu quoi. Le retour de Rhea, m'a fait super plaisir, il y a pas de problème, je suis bien content qu'elle revienne dans le game. Voilà, normal, elle s'attaque, direct, hein, sur Charlotte. Elle est pas venue pour faire plaisir particulièrement à Shirai, hein, elle est vraiment venue. Non, non, non. Elle avait décidé de péter de la mâchoire là et qu'elle était pas contente et c'était très bien comme ça, mais voilà, 7 minutes pour un championnat un match championnat qui nous avait quand même qui était bien vendu quoi. Mmh. Donc moi ça a été plutôt une déception, tout ce truc là. Ouais. C'est bien dommage, voilà, juste voilà, moi ce que j'en retiendrai c'est le retour de Rhea et voilà et du coup le match restera pas du tout dans mes matchs de l'année. Voilà, Non, ça c'est malheureusement. clair. Ça c'est Ouais, clair, aussi une malheureusement, alors que déception. j'aurais été client pour, le coller dans mes matchs de l'année, dans des belles et bonnes circonstances. Ouais. Bah, moi aussi, hein, déception évidemment. Je voulais un gros match entre les 2. Je voulais qu'ils aient au moins un quart d'heure, quelque chose comme ça. Par contre, là où, finalement, en termes de storytelling, c'est pas, déconnant, c'est que du coup, Ouais, le match qu'on aurait voulu d'un quart d'heure, on l'a pas eu parce que Charlotte, heu, est une heel. Charlotte, arrogante, a triché. Donc du coup, notre frustration, c'est à cause de Charlotte qui triche. Donc finalement, ça renforce la hit que je peux avoir pour Charlotte. Donc en termes de storytelling, c'est cohérent, si tu veux. C'est voilà, je suis pas juste blasé parce que c'est ouais, le ouais, ouais, booking ouais. qui fait qu'on a eu un match qui était trop court. Non, il y a eu un arrêt disqualificatoire, à cause des exactions de Charlotte. Donc du coup, je suis plutôt content effectivement, que ça soit comme ça et pas un match plié, que Charlotte gagne clean contre Shirai en 7 minutes, quoi. Ça aurait été le pire de tout, quoi. Donc voilà. C'est peut-être qu'on aura, hein, peut-être qu'il y aura un affrontement entre, Rhea Ripley et Io Shirai, ce qui, finira d'enterrer Nikki et la First Contender pour un gros match long contre Charlotte, je ne sais pas. Heu, à suivre, à suivre, à suivre. Ouais. On a un match pour les cruiserweights, cette fois-ci entre Kushida et Jack Atlas, les 2 Oh, un qui match de ont 3 minutes. chacun une victoire. Victoire de Kushida en 3 minutes, effectivement, vraiment en 3 ou même Voilà, 2 ouais. minutes, je crois que c'était. Donc Ouais, voilà. ouais, bah, encore une grosse déception, hein, franchement, comment c'est traité. Si c'est pour nous faire un tournoi en mode, J1 Climax et puis, finalement, nous sortir des matchs de 3 minutes pour les mecs, alors Ouais. que Jack Atlas et Kushida avaient tous les 2 gagné leur premier match, donc voilà, on pouvait Mmh. s'attendre à un match avec de la compète, tu vois? Et au final, on nous file 3 minutes, quoi. Ouais, bon, bah, OK, terminé, il y a rien à voir. Bon, circulez, circulez! Ouais, surtout qu'en plus, voilà, enfin, entre ce match-là et le match précédent, du Cruiserweight Championship, tu prends ces minutes-là, même si c'est 10 minutes entre les 2 matchs ou 6 minutes et tu en donnes un peu plus de temps pour les matchs de titre, quoi. Les 2 matchs qui enfin, la carte était déjà tellement gavée sans ces matchs Cruiserweights que, Ah franchement ouais. ou alors tu tu mets un match de titre dans cette émission-là et l'autre la semaine prochaine pour, je sais pas. Moi, c'est vraiment le gros non-non, de cette semaine. C'était un peu effectivement ce booking trop chargé. Ils ont Bref, voulu essayer de nous vendre un espèce de mini takeover, mais c'était pas, ouais, ça allait pas, quoi, ça allait pas, non, l'organisation de la carte, comme tu dis, là, c'était un truc, ça allait pas, les matchs cruiserweight, c'était pas possible, too much, pas dans ce too contexte-là, much. quoi, pas dans ce contexte-là. C'est clair. Un qui est aussi grognon, c'est Finn Balor, hein, qui débarque, Oui, oui, qui prend le micro et qui il fait: «OK». échappe-point. Ouais, il sait qu'il y a des gros serpents, dans les bureaux, mais a priori, il y a aussi des gros serpents dans le vestiaire. Voilà, hein, après il connaît, la chanson, il sait ce que c'est les bases du catch. La première règle, c'est d'attaquer, Ziggay, le mec, en vue, pour avoir un push, avoir ce gros push, hein, avoir une musique, des lumières, de la fumée, des lasers et cetera. Mais si tu as ce push-là tu vas te retrouver dans le ring avec le prince. Donc c'est un mec patient, Finn Balor, il nous dit: «Il est patient», mais qui que ce soit qui l'attaquait, ce push ne sera pas un push, ce sera un squash. Donc sa musique retentit et il s'en va.
Suite à ça, on a un petit match aussi, là encore en 2 minutes, entre Cameron Grimes et Denzel Dejournette. Cameron Grimes fera son Kevin très rapidement pour la victoire. Après le match, il prend le micro, il fait voilà, blablabla. J'ai entendu ce qu'a dit Finn Balor juste avant. Je sais pas qui s'il a agressé Balor, mais si c'est moi qui l'avais agressé, Balor, et bien du coup, je lui aurais bien fermé sa bouche avec une bonne gifle dans la gueule. Et on voit Balor qui revient pendant que Grimes continue au micro à trash-talker Baylor. Baylor qui, au fur et à mesure, grimpe sur le ring. Grimes n'a pas compris, jusqu'à ce qu'il soit quasiment à 5 centimètres de sa gueule. Là, Grimes se rend compte et commence à flipper. Baylor qui lui fait « Ah ouais, tu veux me fermer la gueule, tu veux me mettre une baffe dans la gueule, bah vas-y, mais là... » Grimes qui essaie de s'en sortir, hein, dire « Ouais, non, mais c'est bon, mec, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas moi qui t'ai attaqué, etc. » Donc, il y a Grimes, au bout d'un moment, qui essaie d'attaquer... de type shot Baylor, mais Baylor lui stompe dessus et lui fait une sling blade assez tonitruante. Grimes replie stratégiquement. Et donc, du coup, Baylor qui repart à la caméra en disant voilà, je sais qu'il y a ce serpent qui se cache, mais je le trouverai, même si je dois brûler toute la savane pour trouver ce serpent, je le trouverai. Et quand je le trouverai, eh bien, je lui couperai la tête, parce que c'est la meilleure façon de tuer un serpent. Petit note, Finn Balor, couper la tête est généralement la meilleure façon pour tuer quoi que ce soit, hein. Pas que les serpents, ça marche pour tout, crois-moi. Et on nous annonce la semaine prochaine, eh bien, Grimes contre Balor. Voilà pour ce segment et match et re-segment sur l'intrigue de qui a attaqué Finn Balor. Selon toi, mon cher tonton, qui l'a agressé? Ah là là, qui a agressé Finn Balor? En tout cas, là, en attendant, on a une rivalité vraiment là de transition pour le coup, voilà, Ouais. avec Cameron Grimes pour que Finn Balor puisse patienter gentiment avec Walter, ce qu'il fait depuis déjà un long Mhm. temps. Et après, bon, écoute, Cameron Grimes, il a du temps d'antenne, lui, hein. Il est pas mal utilisé, hein, quand même, hein, depuis le début, quoi. Ouais, moi j'ai été étonné de ne pas le voir dans le tournoi Cruiserweight. Ouais, d'ailleurs, ouais, il aurait pu avoir, mais il est peut-être un peu au-dessus du poids, lui, quand même. Ouais, il a été longtemps X Division champion du côté de la TNA, donc un peu Ouais, c'est l'équivalent vrai, ouais. Cruiserweight, hein. Il a la taille, le poids, je pense, mais peut-être qu'ils estiment qu'il est au-dessus de la division, ce qui est pas trop mal parce que ça aurait été dommage de le sortir de la X Division d'Impact juste pour le remettre chez les Cruiserweight. Donc moi je suis pas gêné et gâché de le voir feuder avec des gens comme Balor, hein. Je trouve ça cool. Surtout qu'au niveau des matchs, ça peut être la bataille du coup de grâce ou du double stomp, hein, puisque le Kevin c'est un peu ça scellé différemment, mais ouais. Mais du coup, Ouais. sur ton pronostic, qui a agressé Finn Balor? Est-ce que tu as une petite idée? Ah bah, c'est l'Imperium, je vois pas qui c'est que ça peut être d'autre, quoi. Là, franchement, à part l'Imperium, pour moi, ce sont les coupables, mais peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, à l'heure actuelle, c'est ça, quoi. Eh ben, écoute, on verra. Moi, je ne sais pas. Effectivement, pareil, hein, ça serait le truc le plus logique, mais est-ce qu'il s'en cacherait Imperium? Je suis pas sûr. Donc, Ouais, mystère, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Peut-être que c'est Damian Priest, va savoir. Ah, Damian Priest, pas. mais Damian Priest, Ça pour serait l'instant, pas il est mal, hein. encore occupé avec Keith Lee, donc Ouais, mais il a je pense pas que perdu clean contre Keith Lee. Peut-être ouais. que moi, je Je suis verrais. En tout cas, je pas serais sûr que ça client. soit fini, pas sûr que ça soit fini entre Keith Lee, Ouais, hein. ouais. Mais c'est plus que j'aimerais bien voir une petite rivalité et un bon match entre Baylor et Damian Ah Priest. ouais, ça pourrait être pas mal, ouais. Ouais, le match serait assez alléchant, donc voilà, c'est ce qui me fait dire que ça pourrait être cool. Donc on verra bien. Et il est temps de notre main event, le match pour le titre suprême de NXT, le titre d'Adam Cole, qu'il a autour de la ceinture depuis quasiment un an maintenant, 340 jours. Hein, il a quelques semaines de fêter l'année contre The Velveteen Dream. Donc voilà, un match. Et là, quand le match commence, je regarde le compteur de ma vidéo NXT et je vois qu'il reste moins de 10 minutes d'émission. Et oui. Donc ce match durera de moins de 10 minutes, le match pour le titre en main event. Et évidemment, comme le match pour les femmes, il y aura un finish un peu qui sera pas clean du tout, évidemment, puisque débarquera à un moment donné sur la fin, lorsque le Dream semble prendre l'ascendant sur son adversaire, eh bien, les copains de Undisputed Era, Roderick Strong et Bobby Fish, qui courent vers le ring, mais avant qu'ils surgissent et qu'ils arrivent au ring, eh bien, surgit de sous le ring, glisse, rampe de sous le ring, Dexter Lumis,
Hein, ce Dexter Lumis à la présence inquiétante et au comportement un peu erratique, voire what the fuck les dernières semaines, eh bien se débarrasse de Undisputed Era afin qu'il n'y ait pas d'intervention dans le match. Dream mettra un Purple Rainmaker à Adam Cole, mais fera quand même un tour du côté de l'extérieur, hein, en faisant effectivement un saut pour aider Lumis qui avait maille à partir contre Strong et Fish. Cela fournira le créneau, juste ce qu'il faut à Adam Cole pour pouvoir placer un last shot sur l'arrière du crâne du Dream pour la victoire. Sachant que l'arbitre, bien sûr, il y avait eu un ref bump aussi. Donc, c'était un match finish overbooking à mort. Le ref bump, l'intervention, etc. Lumis qui sort de sous le ring. Adam Cole garde le titre, ce qui était, à mon sens, ce qui allait arriver, parce que je ne voyais pas Adam Cole perdre le titre contre Dream maintenant. C'était taillé sur mesure pour Adam Cole, ce match. Ouais. Donc voilà, un match de 9 minutes. Hein. Ça ne pouvait que atterrir à la victoire d'Adam Cole. De toute façon, un match avec autant d'overbooking, avec aussi. Voilà, encore une grosse déception. Hein. Voilà, on nous a vendu. Moi, la semaine dernière, j'ai été hypé pour ce weekly. Hein, et au final, pour moi, les matchs de championnat, ils n'ont pas tenu leurs promesses. Et voilà, ils ont fini en eau de boudin, plein d'overbooking. Les champions conservés, parce que de toute façon, ça, ils ne pouvaient en être autrement. Donc moi, ce main event, il m'a laissé mais complètement sur ma faim, quoi. Et bien évidemment, l'arrivée. Alors effectivement, les interactions, tout ça avec l'Undisputed Era, etc. C'est sympa. La baston là avec le Dexter Lumis qui voilà, j'aurais aimé le voir même un peu plus lui dans l'épisode d'ailleurs. Et presque dommage mais j'ai bien aimé son apparition sous le ring là. Oui. Alors par contre, c'est bizarre parce que du coup, c'est la deuxième fois qu'il intervient en faveur du Dream. Oui, tout à fait. Alors qu'il a plutôt un alignement de heel, et pourtant ça fait 2 fois qu'il vient filer un coup de main au face. Donc bizarre ce positionnement de Dexter. Il a un alignement effectivement qui est étrange, hein, qui est clairement il nous est vendu comme étant un personnage assez perturbé mentalement, donc il n'a pas un alignement qui est clair, face ou heel. Et effectivement, ça fait 2 fois qu'il donne un coup de main à Dream, et à chaque fois c'est contre The Undisputed Era. Donc du coup, je pense que c'est pour construire un peu une alliance d'autres catcheurs afin de s'opposer au trio ou quatuor Undisputed Era. Donc voilà, je pense que Lumis, il a un petit côté twinner. C'est pas clair en tout cas ce qu'il veut. Voilà. Et effectivement, le fait que l'Undisputed Era intervienne à la fin du match, c'est normal, c'est une faction heel, ils sont là pour ça, quoi, hein. C'est évident qu'il n'y aura jamais un truc ultra clean. À partir du moment où Adam Cole est en danger, forcément ces poteaux vont arriver pour renverser la vapeur. Mais encore une fois, j'aurais aimé voir un peu plus de temps dans ce match, un peu plus de beaux catch. Là, c'était un peu léger, je trouvais, ce qu'on nous a montré avant que ça parte clairement en overbooking. Donc, bon. Voilà ce qui sonne la fin des émissions de cette baston du mercredi. Donc, mon cher tonton Chris, cette semaine, d'après toi, qui a remporté la bagarre? Eh bien, cette baston, je vais la donner à la IW. Je vais donner mon point à la IW. Parce que voilà, dans cet épisode d'NXT qu'on vient de discuter, à part finalement l'arrivée de Karrion Kross, pour moi, ça a été assez compliqué. Les matchs sans intérêt du côté du tournoi Cruiserweight. Un opener, pour moi, pas terrible entre Gargano et Dijakovic. Des matchs de championnat expédiés, bref, waouh, difficile à NXT là, alors que j'avais des attentes élevées, et alors que de l'autre côté, on nous a servi du street fight, du what the fuck, du serpent, du match de 15 minutes avec le champion du monde, voilà quoi, avec la championne du monde féminine présente également, voilà, le Cody, bref, c'était vachement plus dense. À mon goût, en tout cas, c'était vachement plus dense du côté de la All Elite Wrestling, et avec des belles séquences de catch. Quand Lance Archer est là, tonton Chris est toujours content. Et donc, du coup, ouais, pour moi, là, dans la balance, je suis largement avec les ratings, et donc je suis du côté de la All Elite Wrestling. Eh bien, sans surprise, sans suspense, je suis d'accord avec toi. Encore une fois, on nous avait vendu la semaine dernière une carte quasi takeover-esque pour NXT. Et ouais. Alors que finalement, le takeover, en termes de construction de la carte, était plutôt du côté de All Elite, puisque All Elite, ils avaient 6 matchs
même pas 5 matchs cette semaine, avec 3 matchs qui étaient à plus de 13 minutes chacun, hein, Eh 13 ouais, eh minutes, 16 ouais. minutes, 19 minutes. Du Alors catch, on du n'est catch, pas on est bordel! voilà, on n'est pas sur des matchs de qualité de takeover, hein, je suis pas en train de dire ça, hein, Non, ne me non, faites pas dire ce que j'ai non, pas dit, non, non, mais mais je voilà, dis pas ça non plus. on aurait aimé, en tout cas, j'aurais aimé que, vraiment ils traitent les matchs de championnat, même si on est sur des wonky finish, des finishes avec des interventions et cetera, avec un peu plus de temps, peut-être qu'ils auraient dû diluer, la construction de la carte sur 2 semaines plutôt que sur 1 semaine, donner plus de temps pour les matchs, Beh, cruiserweight sur le ouais. championnat. Est-ce qu'ils ne payent pas, là, cette semaine, NXT, la course à l'audimat de vouloir effectivement, rameuter, plus d'audience avec des cartes ultra alléchantes et en plus, on voit que ça n'a pas forcément marché. Ils ont eu, 4,6% par rapport à la semaine dernière, mais All Elite a eu tout autant, voire un peu plus. Donc du coup, c'est pas ça, c'est pas la bonne méthode, hein, Triple H et Shawn Michaels. C'est pas monter des cartes ultra chargées qui va faire que les gens vont plus regarder le produit, donc essayez de faire des matchs plus longs, s'il vous plaît. Nous, c'est ce qu'on demande. Pour Ouais, savoir ouais, si et cette, voilà, on est les suiveurs d'NXT et donc on est fans et voilà et avoir un tel programme annoncé la semaine d'avant comme ça, où tu arrives sur le truc en étant confiant quand même, en me disant: «Ouais, là, ça va être du lourd et tout». Se retrouver avec ce truc, qui fait pchit comme ça, c'est un peu, c'est vachement décevant. eh Donc oui. NXT nous a habitués à largement mieux. Alors toujours ce maudit confinement, hein, de toute façon, mais voilà, la AEW, ils y mettent de la vie dans leur show et ça aussi, hein, ça change tellement, tellement, tellement la vision du show en lui-même, quoi, que c'est Mmh. NXT, hein, ils ont du mal, hein, depuis le début du confinement par rapport à ça quand même, hein. Eh oui. Donc, est-ce que, Shawn Michaels et Triple H, qui on sait, hein, écoutent Catch Up, est-ce qu'ils vont écouter notre appel, se faire des matchs plus longs? Eh bien, pour ça, pour le savoir, il va falloir faire comme eux. Soyez comme Triple H et Shawn Michaels. Abonnez-vous à Catch Up, c'est simple. Si tu écoutes et regardes Abonne-toi! cet épisode de la Baston de mercredi sur YouTube, mets un petit like, mets un commentaire et abonne-toi avec la petite cloche pour savoir quand sortent les prochaines reviews, que ce soit de SmackDown, de Raw, des pay-per-view, de la Baston du mercredi. Sinon, on est aussi présent sur le monde du podcast audio, Deezer, Spotify, Google Podcast, PodCloud, Ocha, Apple Podcast. Tout ça, on est dessus. Et on est bien sûr sur Discord. On a un gros Discord où il y a plein de gens, plein de poteaux de catch-up, le peuple de catch-up, comme dit Chris, pour parler de la passion du catch. Donc, nous, on vous donne rendez-vous pour la review de SmackDown qui arrivera en même temps qu'elle-même, mais prochainement. Dans tous les cas, l'amigo Chris, muchas gracias pour cette baston toujours sympa à commenter avec toi. Merci à toi l'amiral, c'est toujours un plaisir de reviewer cette fameuse grosse baston du mercredi. Et si t'es pas content, non, eh ben dis-le dans les commentaires qu'on se bastonne avec toi. Ouais. Et nous aussi, on va tricher des kendo sticks, on va arriver avec toute la faction de catch-up pour intervenir, on fera Voilà. des rêves bump, tout ça. Enfin, ça va être We le want bordel. table, we want table. Eh bien, écoutez, bientôt, c'est la première phase du déconfinement, donc on vous souhaite un début de déconfinement plein de catch et on vous dit à très bientôt. Salut! Scarlett, la tenue de Scarlett. Ah, on n'est pas dans autant dans porte-le-vent là, hein. Ah non, ça non.